Un petit peu. Alors Étienne de la Boétie, je vous ai mis ces dates au tableau, 1530-1563, hein, vous savez qu'il est mort très jeune, et il est évidemment très connu par son amitié indéfectible avec Montaigne. Hein. Montaigne, vous savez, qui parlera de cette amitié qui n'arrive qu'une fois par siècle et encore, et cette fameuse formule « parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Hein. Bon. Donc c'est vrai que le pauvre Étienne est un petit peu éclipsé par voilà, la notoriété hein, de Montaigne, et il mérite vraiment d'être étudié pour lui-même, hein, et notamment ce petit opuscule qui va avoir une très grande postérité et qui va subir de multiples interprétations, qui est le discours sur la servitude volontaire, ou discours de la servitude volontaire. Alors quelques mots sur Étienne de la Boétie, avant de passer à l'étude de son œuvre. Il naît à Sarlat, dans le Périgord, hein, Dordogne, en 1530, et il est issu d'une famille de magistrats. Une famille de la bonne bourgeoisie, hein, aisée, cultivée, et cette faction hein, de la bourgeoisie qui est, sur laquelle la monarchie s'appuie en fait pour affermir son pouvoir face au reste de féodalité, hein, puisqu'on est dans une période encore un peu intermédiaire entre la féodalité médiévale, Renaissance, et l'époque moderne bourgeoise. Alors, Étienne de la Boétie est attiré, comme de nombreux autres jeunes bourgeois hein, et nobles de sa connaissance et de son époque, par l'étude des civilisations grecques et romaines. Hein, l'Antiquité le fascine, et ce qui explique qu'il y fera très souvent référence dans son ouvrage. Il est nourri par les guerres d'Athènes ou de Sparte contre les Perses. Enfin, l'Iliade et l'Odyssée, bien entendu, et donc il fera souvent référence à ces héros de l'histoire grecque ou romaine pour montrer que ce n'est pas forcément une fatalité que d'être servile. Il est très tôt initié par son oncle au mouvement littéraire de la Renaissance, et il fait donc ses humanités hein, classiques, très attiré par la littérature, l'histoire, la philosophie, et il va quand même, un peu poussé par la famille, faire des études de droit à l'université d'Orléans pour se préparer à la magistrature. Donc, quel que soit son amour pour la littérature et pour les belles lettres, il fait une carrière donc de juriste, il étudie le droit. Il faut dire que l'école de droit à Orléans et ailleurs à l'époque était vraiment presque comme une école de philosophie. Le droit et la philosophie étaient très, très liés, et on étudiait en particulier la philosophie aristotélicienne d'Averroès. Celui qui a donc été le grand traducteur et commentateur d'Aristote, Averroès. Et cette université d'Orléans eh bien, était un foyer très actif pour la diffusion de l'humanisme de la Renaissance, et aussi des idées de la Réforme. Alors il se trouve toujours à Orléans en 1549, donc il a 19 ans, lorsqu'il compose le discours de la servitude volontaire. Et donc ça c'est quelque chose de tout à fait remarquable, puisque
C'est un ouvrage court mais très, très riche et qui fait quand même preuve d'une grande maturité de réflexion pour donc, le jeune âge auquel il écrit cet ouvrage. Il compose donc ce discours qui sera son œuvre la plus célèbre. Il l'écrit en pleine période de guerre de religion. Et on dit qu'il l'aurait écrit en réaction suite à une répression sanglante qui a eu lieu suite à la révolte de la gabelle à Bordeaux. C'est-à-dire, la gabelle, c'est cet impôt bien connu. Et les gens ne pouvant pas payer cet impôt se sont révoltés donc à Bordeaux, et il y a eu une répression sanglante de la part du connétable de Montmorency en 1548. Et donc juste un an avant l'écriture de son ouvrage, ce qui fait dire à certains auteurs que c'est en réaction à cette répression qu'il a vraiment scandalisé, qu'il aurait écrit cet ouvrage. Il va circuler cet ouvrage de manière anonyme et de manière clandestine, et il ne sera officiellement publié, donc édité, qu'en 1576, c'est-à-dire 13 ans après sa mort. J'y reviendrai. En 1553, il obtient le grade de licencié, donc de droit, et c'est ce titre, ce diplôme, qui le fait accéder à une charge de conseiller au Parlement de Bordeaux. Et c'est en tant que conseiller au Parlement de Bordeaux qu'il fait donc la connaissance de Montaigne. C'est à partir de là que se nourra en 1553, que se nourra cette amitié très profonde, indéfectible, qui durera seulement 10 ans, puisqu'il mourra en 1563 de peste ou de dysenterie, donc ce qui affectera évidemment énormément Montaigne. Avant sa mort, quand même, il participe en tant que médiateur, ça c'est important, comme le fera aussi Montaigne, durant les négociations entre catholiques et protestants pendant ces terribles guerres de religion. Alors, il a écrit cet opuscule, mais il a quand même d'autres œuvres à son actif. Il traduit des auteurs grecs et romains. Il fait des traductions de Xénophon, de Plutarque aussi, et il écrit lui-même, alors là, de lui-même, des sonnets, des poèmes, des très beaux sonnets que Montaigne d'ailleurs intégrera dans certaines éditions de ses essais. Alors, l'histoire de cette œuvre, ce discours de la servitude volontaire est vraiment intéressante, puisqu'il fut composé, donc, comme le dit la Boétie lui-même, en sa première jeunesse, en l'honneur de la liberté contre les tyrans. C'est son expression même. Je l'ai écrit en première jeunesse, en l'honneur de la liberté contre les tyrans. Et en fait, après sa mort, cet opuscule a été utilisé, réapproprié, dans cette période très troublée du dernier quart de siècle, du XVIe siècle. Et cet opuscule a été rebaptisé le Contraint. Contraint, C-O-N-T-R, apostrophe 1. Et ce nom du Contraint a été donné par les protestants, donc, qui étaient à l'époque très évidemment farouches adversaires de la monarchie absolue. Et c'est eux qui décidèrent, les premiers, de publier cet ouvrage en 1574 sous le nom du Contraint, avant qu'il soit publié sous le nom que lui avait donné la Boétie
du discours de la servitude volontaire. Hein, donc là, vous voyez bien déjà cette problématique. Bon, dans le titre « Discours de la servitude volontaire », il y a ce paradoxe des deux mots « servitude » et « volontaire », évidemment, qui fait tout l'intérêt de l'ouvrage. Et le contraint, c'est toute la problématique de milliers, de centaines de milliers, voire de millions de personnes qui sont en servitude, ou en soumission, en esclavage, vis-à-vis d'un seul. Ça, c'est vraiment la spécificité de l'ouvrage de La Boétie. C'est un seul homme, un seul tyran peut asservir des millions de personnes. Et il va se demander pourquoi. Ça, c'est la grande question de La Boétie à l'époque. Effectivement, il y a eu aussi, par rapport aux protestants, à la volonté des protestants de faire connaître cet ouvrage, il y a eu en 1572 le massacre, le terrible massacre de la Saint-Barthélemy, 1572, donc à l'époque de Charles IX et de Catherine de Médicis, et ce massacre leur faisait se poser légitimement cette question de leur relation à la monarchie absolue, au tyran, et la nécessité de s'en libérer. Alors, ce qui est amusant, c'est que ce texte est très vite considéré comme un pamphlet contre la monarchie. Puisqu'il a été très vite, réutilisé. Certains se le sont appropriés. Et il fut réimprimé à chaque grande période de lutte pour la démocratie. Donc il a été réutilisé en 1789, bien sûr, comme un pamphlet contre le roi, mais aussi en 1835 et en 1857 contre Napoléon III. C'est-à-dire à chaque période de révolte où il y avait besoin d'un support livresque pour justifier la révolte, eh bien, on allait chercher le texte de La Boétie. Et c'est pour ça qu'il a fait l'objet d'interprétations extrêmement diverses, comme beaucoup d'autres textes philosophiques et politiques, mais là tout particulièrement, puisque certains attribuent à La Boétie des opinions parlementaristes, républicaine, voire socialiste, ce qui est totalement anachronique, mais disons que beaucoup de révoltes, de rébellions, de mouvements politiques, sociaux, anarchistes se sont référés à ce texte, ce qui aurait probablement fait retourner La Boétie dans sa tombe, puisque lui a toujours été loyaliste, c'est-à-dire qu'il a toujours été fidèle et loyal vis-à-vis de la monarchie. Et en fait, si caractère subversif il y a de ce texte, parce que c'est un texte subversif, sans aucune question, il est beaucoup plus subversif vis-à-vis du peuple que vis-à-vis du tyran. C'est ce qu'on va voir dans le texte. C'est ça le côté un peu anachronique des interprétations qui ont été faites ensuite, puisque jamais La Boétie n'a appelé à la révolte contre le tyran ou contre le roi, ni encore moins à son meurtre. Et donc, ensuite, on a interprété, on lui a fait dire des choses qu'il n'avait pas dites. Donc, on peut dire que La Boétie est subversif, mais c'est un conservateur. C'est un conservateur subversif qui a toujours été loyal vis-à-vis de la monarchie. J'insiste là-dessus, puisque ça fait partie de l'interprétation et de l'utilisation de ce texte dans l'histoire après. Donc l'originalité de la thèse de La Boétie est contenue déjà dans le titre de ce discours de la servitude volontaire, c'est-à-dire pourquoi des hommes se soumettent, subissent le pouvoir d'un seul, comment ça apparaît, pourquoi ça apparaît et pourquoi ça se maintient. Donc ce texte
est fondée sur une idée qui était à l'époque originale, mais qui s'est depuis largement répandue, à savoir que lorsqu'un homme prend le pouvoir, qu'il soit roi ou tyran, il ne fait que recevoir ce dont les autres, ce dont le peuple se démet. C'est-à-dire, un tyran, un roi n'arrive au pouvoir que parce que le peuple se défait de ce pouvoir, quelque sorte, qu'il lui abandonne. Il est impossible à un homme d'asservir un peuple si ce peuple ne s'asservit pas d'abord lui-même. Voilà le grand message de la Boétie. Il est impossible à un seul homme d'asservir un peuple si ce peuple ne s'asservait pas d'abord lui-même. Et donc toute la question est de savoir pourquoi les hommes, pourquoi les peuples s'asservissent-ils. Donc c'est un texte qui est dérangeant, qui est subversif, mais qui est très dérangeant, parce que plutôt que de focaliser sur la problématique du tyran et tous ses défauts, sa soif de pouvoir, son avidité, sa violence, ce côté évidemment qui peut être confortable, puisque la responsabilité en revient au tyran. Là, il va nous renvoyer aux ressorts intimes qui sont dans tous les êtres humains, qui font qu'un homme peut préférer la servitude à la liberté. Et c'est pour ça que c'est un ouvrage, évidemment, qui a été largement utilisé, comme j'ai dit, mais qui reste d'une extrême et profonde actualité, puisque même si nous ne connaissons pas, en tout cas ici, en France ou en Europe, de gouvernements tyranniques ou totalitaires, ce que bien avant Hannah Arendt, qui va, elle, étudier les ressorts du totalitarisme, Étienne de la Boétie va mettre en évidence certaines ombres de la nature humaine qui font que, à tout prendre, il est parfois plus confortable, non pas de servir, mais d'être servile et d'être soumis à l'autorité. Alors là, dans le cas de la Boétie, à l'autorité d'un seul. C'est ça qui fait la différence entre son étude du XVIe siècle avec l'étude, par exemple, d'Hannah Arendt sur les systèmes totalitaires, où là, on a évidemment tout un appareil beaucoup plus important qui est mis en place, un appareil de terreur, mais, et une idéologie particulière. Mais là, on va voir que plus que le tyran, c'est le peuple. C'est-à-dire donc l'être humain, on ne parle pas encore d'homme de masse, mais qui est mis en accusation par rapport à cette acceptation de la servilité. Et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant, parce qu'on peut se poser, je crois, à peu près les mêmes questions aujourd'hui dans un autre régime, régime démocratique ou oligarchique dans lequel on est, mais où finalement les ressorts intimes n'ont pas forcément beaucoup changé depuis son époque. On recherche toujours l'homme providentiel. Il y a des ressorts qui sont assez éternels, atemporels, et c'est là-dessus qu'il nous permet vraiment de réfléchir. Donc, ne nous trompons pas, c'est pas un ouvrage subversif uniquement vis-à-vis du tyran, mais vis-à-vis du peuple. Puisqu'il dit, sous un tyran, la servitude des peuples est volontaire, ce sont les peuples eux-mêmes, je cite, qui se coupent la gorge et qui, en acceptant le joug, dénaturent la nature humaine, qui est pétrie originellement de franchise et de liberté. Donc pourquoi, là on peut, disons,
Ça se discute bien entendu, mais bon, je vais développer pourquoi un être qui espère, qui aspire à la liberté, accepterait-il le joug? Les peuples, dit-il, n'échapperont à l'horrible suggestion que fait peser sur eux la tyrannie que s'ils reconquièrent leur vérité première, leur première nature, leur nature franche, c'est-à-dire ce qu'ils sont au fond d'eux-mêmes. Et pour cela, ils n'ont pas à tuer le tyran, mais ils doivent surtout ne plus le soutenir. Voilà. Ça, c'est aussi le grand argument d'Étienne de la Boétie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un tyran, un roi, un autocrate n'est plus soutenu par son peuple, son pouvoir se disloque, s'effrite de lui-même. D'où, évidemment, l'énorme responsabilité des peuples pour le maintien au pouvoir de ces fameux tyrans. Ne plus le soutenir. C'est ce qui va donner le point, enfin, on peut dire qu'il est vraiment à la source de ce concept qui sera repris beaucoup plus tard, de la désobéissance civile. C'est-à-dire, si les peuples décident de désobéir, eh bien, le pouvoir du tyran, ses jours sont comptés. Si les peuples continuent à obéir de manière lâche et aveugle, comme le dit la Boétie, parce qu'il est très violent dans ce réquisitoire, eh bien, le pouvoir du tyran ne fera que se solidifier et s'accroître. Comme il le dit, vraiment là, je le cite, si on ne leur donne rien aux tyrans, si on ne leur donne rien, si on ne leur obéit point, sans combattre, sans frapper, ils demeurent nus et défaits et ne sont plus rien. Vous voyez, il n'y a même pas besoin de révolution, parce qu'on a présenté parfois son opus comme un ouvrage révolutionnaire. Pas du tout. Il ne s'agit même pas de faire la révolution, de prendre les armes. Il suffit de ne point obéir, de décider de ne point obéir. Et les tyrans seront nus et défaits, ne seront plus rien. Autre citation, « Soyez résolus de ne servir plus et vous voilà libre. Je ne veux pas que vous le poussiez ou l'ébranliez, mais seulement ne le soutenez plus. Et vous le verrez comme un grand colosse à qui on a dérobé sa base, de son poids même, fondre en bas et se rompre. » Donc le tyran le plus, qui apparaît comme le colosse vraiment le plus important, c'est un colosse au pied d'argile, puisqu'il suffirait de ne plus le soutenir et de ne plus l'obéir pour qu'il s'effondre. Oui, en général, il a de la police, l'armée, etc. Il n'est pas bête, Étienne. Il va étudier ça. Bien sûr, bien sûr. Donc, le texte de la Boétie, ce n'est pas un appel à la révolution, ce n'est pas un appel à la démocratie non plus, puisque là, on est en plein contexte loyaliste. Il dit la politique se fonde sur l'homme, donc autrement dit, ça c'est une réflexion plus contemporaine, on a des gouvernements que l'on mérite, et si l'on s'accommodait moins de la violence et de la tyrannie, en pratiquant une forme de servitude volontaire, eh bien peut-être le monde serait-il autre. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que là, il prend vraiment le contre-pied. Cette œuvre prend le contre-pied de la fameuse autre œuvre souvent citée, qui est l'œuvre de Machiavel, Le Prince, qui était écrit en 1513, donc un petit peu avant, et qui avait été dédié par Machiavel à Laurent de Médicis. Et Machiavel, prodiguant des conseils au prince pour que celui-ci gouverne avec efficacité, certes, mais avec des formes de gouvernance qui pouvaient friser la forme de tyrannie, voire un grand mépris ou cynisme vis-à-vis du peuple. Le prince de Machiavel, oui, 1513, donc avant.
avant. Hein. Mais c'est vraiment, là on a vraiment deux ouvrages très différents, hein, très très différents. Puisque la Boétie va remettre en cause la légitimité des puissants, dont la domination sur le peuple, pour lui, ne repose sur rien de légitime, ce qui n'était pas le cas de Machiavel. Il porte donc un regard neuf sur la relation dominant-dominé, hein, et il va donc expliquer que la puissance du tyran repose exclusivement sur le consentement populaire. Et si le peuple refusait cette puissance, eh bien le pouvoir du tyran s'écroulerait. Donc, on en vient maintenant, ça c'est la présentation générale, hein, le message qu'il veut faire passer. Il va donc se poser cette question: pour quelles raisons des hommes accepteraient-ils d'être serviles sans se révolter? Qu'est-ce qui fait qu'un seul puisse commander à des millions de personnes? Et qu'est-ce qui fait qu'un peuple puisse être l'instrument donc de son propre esclavage? Et il va discerner trois raisons que l'on trouve, je lirai quelques passages pour illustrer ces raisons. Trois raisons peuvent expliquer cette attitude. Première raison, l'habitude ou la coutume. L'habitude ou la coutume. La deuxième raison, c'est tous les outils de manipulation du tyran. C'est-à-dire que le tyran, il a quand même des outils, hein, d'asservissement, de manipulation, bien entendu, lesquels on va voir. Et vous allez trouver ça très amusant, je ne sais pas, mais ça va quand même nous rappeler des choses. La manipulation, donc les outils de manipulation. Et troisième cause, troisième raison, qui va répondre à la remarque de Françoise, c'est l'intérêt ou le profit, en tout cas de certains, pour faire en sorte que ce pouvoir tyrannique se perpétue. Voilà, le programme est donné, alors on va l'étudier un petit peu. Donc première raison, l'habitude ou la coutume. Comment la Boétie définit-il cela? Il explique que tous les hommes vivent sur un même pied d'égalité fraternelle, enfin, en tout cas, moi, en théorie, et comme les animaux cherchent à défendre leur liberté. C'est-à-dire, pour la Boétie, il y a une volonté indiscutable, ou un désir indiscutable de l'homme à être libre et à se considérer frère des autres hommes qui aspirent aussi à cette liberté. Il y a donc un problème de dénaturation qui s'est passé, c'est-à-dire que ceux qui acceptent de se soumettre sont donc dénaturés, ils ont perdu leurs qualités humaines, sont plus des hommes. Puisque même les animaux cherchent à défendre leur liberté. Donc si un être humain accepte de se soumettre, c'est qu'il est en deçà même de la condition humaine, c'est évident, mais même de la condition animale presque. Il y a eu un processus de dénaturation. Et si la force peut contraindre un homme à obéir contre son gré, c'est surtout l'habitude qui va la servir. C'est surtout l'habitude qui a servi l'homme, une habitude qui fait oublier à l'homme qu'il était libre et qu'il a une essence, une puissance de liberté. Donc c'est l'habitude qui se transmet d'une génération à une autre, qui se transmet par l'éducation ou le manque d'éducation, qui fait que l'homme a oublié que sa nature profonde est d'être libre et de vivre cette liberté. C'est pour ça qu'il dira que l'éducation, mais aussi le lieu de naissance
l'éducation va avoir un rôle très important pour rappeler à l'homme qu'il est libre. C'est un petit peu différent de la vision qu'aura Jean-Jacques Rousseau, qui disait l'homme est né libre, et partout pourtant il est dans les fers. Hein, c'est-à-dire que là c'est la société qui le corrompt, bon. Mais il est né libre. Bon. La Boétie ne partage pas ce point de vue. Il dit l'homme peut naître déjà asservi parce que il va être voilà, porteur d'une hérédité et que si ses parents, ses grands-parents ont été asservis, ben, il considérera tout à fait normal de l'être aussi. La coutume. Oui, la coutume. Et l'hérédité, quelque part. Hein. Et ensuite, l'éducation. Et là, c'est un problème de société, là, de culture. Hein. Mais disons que, aussi bien d'un côté de la nature que de la culture, il peut y avoir, dès le départ, asservissement. Donc, l'éducation et le savoir sont seuls capables de maintenir l'homme libre, l'homme éveillé, hein, il va employer aussi cet adjectif, en le sortant de l'ignorance qui le contraint à la servitude. Donc, l'éducation va être le maître mot de la Boétie, mais une éducation, pas une éducation coutumière, habituelle, où bon, bah, tu n'es pas libre, mais bon, c'est pas grave, ça a toujours été comme ça, donc il n'y a pas de raison de ne pas continuer. Non, une éducation à la liberté, c'est-à-dire à l'état naturel, mais pas dans le sens de la nature bonne et gentille, c'est pas aussi... enfin, encore que Rousseau n'était pas naïf non plus, hein, mais de cette profonde identité de l'être humain qui se voit et qui se veut comme un être libre, c'est-à-dire sorti des chaînes, tout ce qui peut le contraindre. La première raison, dit la Boétie, je cite, la première raison pour laquelle les hommes servent volontiers est parce qu'ils naissent serfs. Hein, donc là, on est vraiment au contraire de Rousseau. Ils naissent serfs et sont nourris comme tels. Donc c'est vraiment la naissance, hein, l'hérédité, et l'éducation. Ils sont nourris comme tels. C'est pas simplement la nourriture physique, hein, mais voilà, on leur donne des valeurs de soumission. Alors, l'ouvrage commence par vraiment c'est le constat d'un homme indigné. Vous allez voir la violence avec laquelle la Boétie s'exprime. Il est indigné et il ne comprend pas pourquoi il y a cette puissance hein, de l'habitude et de la coutume. Donc je vais vous lire le petit passage. Parce que malheureusement, c'est un ouvrage qu'aujourd'hui n'est pas beaucoup étudié. Il devrait. Ah oui, moi je vais militer. Mais en le remettant dans le contexte. Mais en le remettant dans le contexte, je trouve qu'il est beaucoup plus subversif, en fait, qu'en en faisant un pamphlet révolutionnaire. Alors, mais ô grand Dieu, qu'est donc cela ? Comment appellerons-nous ce malheur ? Quel est ce vice horrible de voir un nombre infini d'hommes non seulement obéir, mais servir, non pas être gouvernés, mais être tyrannisés, n'ayant ni bien, ni parents, ni enfants, ni leur vie même qui soit à eux. De les voir souffrir les rapines, les paillardises, les cruautés, non d'une armée, non d'un camp barbare contre lesquels chacun devrait défendre son sang et sa vie, mais d'un seul. Vraiment, vous voyez, c'est le combat des peuples, donc de la multitude, contre un seul.
non d'un Hercule ou d'un Samson en plus, mais d'un homme laid, souvent le plus lâche, le plus efféminé de la nation, qui n'a jamais flairé la poudre des batailles, ni guère foulé le sable des tournois, qui n'est pas seulement inapte à commander aux hommes, mais encore à satisfaire la moindre femmelette. Vous voyez, il y a un portrait du tyran, là, qui est vraiment pas son avantage. Pas très flatteur. Nommerons-nous cela lâcheté? Est-ce que les peuples sont lâches? Appellerons-nous vils et couards ces hommes soumis? Si 2, si 3, si 4 cèdent à un seul, c'est étrange, mais toutefois possible. On pourrait peut-être dire avec raison, c'est faute de cœur. Mais si 100, si 1000 souffrent l'oppression d'un seul, dira-t-on encore qu'ils n'osent pas s'en prendre à lui? Ou qu'ils ne le veulent pas, et que ce n'est pas par couardise, mais plutôt mépris ou dédain? Il se pose vraiment les questions. Bon, 1, 2, 3, 4, je comprends. Mais si c'est 100 ou si c'est 1000 qui auraient tout à fait les moyens de s'en prendre à lui, pourquoi ne le font-ils pas? Est-ce que c'est par mépris, par dédain? Enfin, si l'on voit non pas 100, non pas 1000 hommes, mais 100 pays, il y a une exagération incroyable pour bien faire comprendre le problème. 100 pays, 1000 villes, 1 million d'hommes, ne pas assaillir celui qui les traite tous comme autant de serfs et d'esclaves, comment qualifierons-nous cela? Est-ce lâcheté? Mais tous les vices ont des bornes qu'ils ne peuvent pas dépasser. Il dit, bon, même si c'est la lâcheté, elle a une limite, elle a une borne. Et là, on est vraiment au-delà. C'est pour ça que, vraiment, il pose 2 hommes, et même 10, peuvent bien en craindre un. Mais que 1000, 1 million, 1000 villes ne se défendent pas contre un seul homme, cela n'est pas couardise. C'est même pas de la couardise ou de la lâcheté. Elle ne va pas jusque-là. De même que la vaillance n'exige pas qu'un seul homme escalade une forteresse, attaque une armée, conquiert un royaume. Quel vice monstrueux est donc celui-ci qui ne mérite pas même le titre de couardise, qui ne trouve pas de nom assez laid que la nature désavoue et que la langue refuse de nommer. Il n'a même pas de nom pour décrire cette attitude des 100 000, des millions de personnes asservies au pouvoir d'un seul. Ça dépasse, c'est comme si ça dépassait l'entendement. En tout cas, c'est comme ça qu'il nous le présente, avec évidemment, vous voyez, mais ce 19 ans, hein, donc bon, on voit aussi que peut-être s'il avait vécu plus longtemps, il se serait un peu assagi, mais là c'est toute la fougue, la violence, c'est une révolte. Il est indigné, il ne comprend pas, et il l'exprime, je trouve, de manière très, très belle. Donc, ce qui est frappant dans ce passage, c'est vraiment l'indignation, la violence avec laquelle il s'exprime. Il est révolté de ce qu'il voit autour de lui et vraiment, il le généralise, il l'exagère. Ce qui le choque, c'est ce rapport disproportionné entre un d'un côté et des millions de l'autre. Et c'est pour ça qu'il va employer ces termes extrêmement péjoratifs. Pour qui? Mais pour le peuple. Couard, couardise, lâcheté, vil, qui reviennent donc à plusieurs reprises pour stigmatiser cette attitude et qu'il n'arrive même pas donc à qualifier. Alors, juste après, il va défendre une autre thèse, mais ça en est un petit peu la continuité. Il va expliquer, et ça il va appeler l'histoire, et notamment l'histoire antique, pour justifier ce qu'il dit. Il défend la thèse que
selon laquelle si on met face à face, en quantité égale, des combattants de la liberté et des combattants serviteurs de la tyrannie, eh bien ce sont toujours les combattants de la liberté qui l'emportent. Et pas les tenants de la servitude. Et c'est pour ça qu'il explique qu'il peut y avoir toute une contre-coutume, je dirais, une contre-habitude à créer, à développer, qui est la coutume de la liberté, ou l'habitude de la liberté, puisque si des combattants se révoltent avec cette liberté, ce souci, ce souhait de liberté chevillé au corps, eh bien, ils seront toujours triomphants. Et il va utiliser un certain nombre de figures de héros antiques pour appuyer sa thèse. Il va expliquer que les Grecs, notamment, quand ils se sont révoltés contre les Perses, puisque pour lui, les combattants perses étaient vraiment les serviteurs de la tyrannie, et le roi des Perses était considéré par lui vraiment comme un tyran, ce qui peut se discuter. Eh bien, il explique que lorsque les Athéniens ou les Spartiates se sont élevés contre la puissance du roi perse, eh bien, ils ont gagné. Et il va donner le fameux exemple de Léonidas, au défilé des Thermopyles, qui, bien entendu, ils vont se faire massacrer, mais l'histoire montrera qu'ils sont vainqueurs, ils sont sortis vainqueurs. Et donc, il donne l'exemple de la démocratie athénienne contre, ou le régime de Sparte, contre la tyrannie perse. Et c'est pour ça qu'il explique que si il y a cette coutume de la liberté qui est enseignée et vraiment faire de l'ordre de l'éducation, eh bien, les hommes pourront vraiment se libérer. Ce qu'il explique, les soldats de la liberté combattent pour quelque chose qui les dépasse. Un amour de la liberté qui transcende les êtres. Non, mais là, ça sort un peu de ton idée première, autant que ça, qui était que le peuple, s'il veut, c'est pas dans la violence qu'il va réussir, c'est parce qu'il est nombreux, etc. Alors que là, il met les combattants. Il met les combattants, mais c'est pour ensuite expliquer que cette coutume de la liberté, elle peut s'enseigner, elle peut être éduquée en dehors de l'aspect. C'est simplement un exemple qu'il donne là pour appuyer la thèse que ce n'est pas une fatalité. Voilà, puisqu'il est indigné, il ne sait même pas comment appeler cette attitude. Il dit, bon, mais force est de constater que ce n'est pas une fatalité. On constate dans l'histoire que s'il y a des combattants qui combattent au nom de la liberté, donc ils les transcendent, eh bien ils seront toujours vainqueurs sur les mercenaires, en fait, ou les serviteurs de la tyrannie. Donc, il va donner, bon, ça peut sembler un petit peu naïf, mais il va donner un certain nombre d'exemples qui, pour lui, sont des exemples d'autorité, et qui, pour lui, surtout, sont universels, atemporels, c'est-à-dire que tout le monde peut être un Léonidas, tout le monde peut être un combattant de la liberté, c'est complètement atemporel, universel, même s'il donne des exemples bien précis tirés de l'Antiquité. Bon, donc ça c'est première partie, début, c'est vraiment, il pose le problème de l'habitude, de la coutume, mais cette coutume de l'asservissement n'est pas une fatalité. Il peut y avoir tout à fait un renversement et créer un autre type de coutume, même si cette liberté qui transcende les êtres, bon, là on voit le côté tout à fait exceptionnel de du sentiment de la liberté qui peut transcender les comportements habituels.
Alors, deuxième sujet, la manipulation, les outils de manipulation du tyran ou du puissant. Et là, vous allez voir que ce n'est pas forcément ce qu'on pense. Pour maintenir son pouvoir, le tyran cherche avant tout à abrutir ses sujets. Là, c'est même pas la violence. Abrutir ses sujets. Comment? L'alcool, le sexe, les jeux. Vous voyez, on est à 1503. Autant de moyens de contrôler le peuple en assouvissant ses désirs les plus bas. À cela s'ajoute la religion, parce que là on est en pleine guerre de religion, et surtout la superstition, auxiliaire indispensable du pouvoir. Mais en fait, bon, religion, superstition, d'accord, mais ce sont surtout les premiers éléments sur lesquels il va insister. Alors je vais vous lire le texte. Cette ruse des tyrans d'abêtir leur sujet n'a jamais été plus évidente que dans la conduite de Cyrus envers les Lydiens. Disons, il faut aussi comprendre que en écrivant ce texte, il prend des risques. C'est pour ça qu'il y a tant d'exemples qui sont tirés de l'Antiquité. Ça lui évite de donner des exemples de son époque. Donc, c'est Léonidas, c'est Cyrus, c'est Darius. C'est, voilà, courageux, mais bon. Donc, c'est pour ça. Bon, il est pétri aussi de cette culture, mais c'est aussi la raison pour laquelle on a tous ces exemples antiques. Donc, cette ruse des tyrans n'a jamais été plus évidente que dans la conduite de Cyrus envers les Lydiens, après qu'il se fut emparé de leur capitale, et qu'il eut pris pour captif Crésus, le fameux roi si riche. On lui apporta la nouvelle que les habitants de Sardes s'étaient révoltés. Il les eut bientôt réduits à l'obéissance. Mais ne voulant pas saccager une aussi belle ville, ni être obligé d'y tenir une armée pour la maîtriser, il s'avisa d'un expédient admirable pour s'en assurer la possession. Bien sûr, on peut utiliser la force, mais il y a d'autres moyens bien plus efficaces. Il y établit des maisons closes, des tavernes et des jeux publics, et publia une ordonnance qui obligeait les citoyens à s'y rendre. Et oui, c'est pas... voilà. Donc là, il y a... vous jouerez au loto, vous regarderez les jeux télé. C'est pas là, mais... Donc, en y obligeant les citoyens à s'y rendre, il se trouva si bien de cette garnison que par la suite, il n'eut plus à tirer l'épée contre les Lydiens. Il n'y a même plus besoin de les combattre. Ces misérables s'amusèrent à inventer toutes sortes de jeux, si bien que de leur nom même, les latins formèrent le mot par lequel ils désignaient ce que nous appelons passe-temps, qu'ils nommaient ludi, par corruption de Lydie. Donc c'est là d'où viendrait le nom ludique. Ludi, Lydie, Ludi. Tous les tyrans n'ont pas déclaré aussi expressément vouloir efféminer leur sujet, puisque là c'était dit. Mais de fait, ce que celui-là ordonna formellement, la plupart d'entre eux l'ont fait en cachette. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire, le fameux Cyrus, lui, il a annoncé son programme. C'était obligatoire. Ce que Étienne La Boétie dit, là, c'est que ça peut être beaucoup plus sournois.
mais non moins, d'autant plus pernicieux et non moins dangereux. Ils l'ont fait en cachette, car tel est le penchant naturel du peuple ignorant. Il est vraiment pas tendre vis-à-vis du peuple. Tel est le penchant naturel du peuple ignorant qui d'ordinaire est plus nombreux dans les villes. C'est pour ça que ce pouvoir tyrannique est plus évident, plus visible dans les villes que dans les campagnes. Ce peuple ignorant est soupçonneux envers celui qui l'aime et confiant envers celui qui le trompe. Ça, c'est la grande ignorance du peuple qui fait confiance plus à celui qui va le tromper que celui qui va pouvoir l'aider. Ça fait partie de l'aveuglement, pas seulement de la lâcheté, mais de l'aveuglement du peuple. Ce peuple ignorant est soupçonneux envers celui qui l'aime, c'est-à-dire les gens qui peuvent l'aimer, ce peuple. Là, il y a du soupçon. Tiens, pourquoi il m'aime? C'est bizarre. Donc, il est soupçonneux. Et par contre, il sera confiant envers celui qui le trompe. Parce que celui qui le trompe va aller dans le sens de certains de ses penchants, de ses passions, de ses désirs. Et donc, c'est pour ça qu'il va nourrir la confiance. Il va donner ce qui est attendu. Ne croyez pas qu'il y ait nul oiseau qui se prenne mieux à la pipée, ni aucun poisson qui, pour la friandise du ver, morde plutôt à l'hameçon, que tous ces peuples qui se laissent promptement allécher à la servitude pour la moindre douceur qu'on leur fait goûter. Donc, affaiblissement, corruption, par les douceurs, les friandises, disons, voilà, ce qui est agréable, ce qui va dans le sens d'un certain naturel de l'homme et qui va faire oublier cette fameuse aspiration à la liberté. C'est éducateur. C'est comme éduquer un enfant, quoi, la façon dont il... Oui. Pour lui, le peuple ignorant, il est dans un état d'influençabilité, influençable, il se laisse manœuvrer. Il n'y a pas de contact avec le peuple. Il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas de tract, il n'y avait pas de... C'est pas diffusé pour le peuple. Ça ne peut pas le secouer. Il n'y a pas de possibilité de diffusion de l'opuscule en question. Oui, si, bien sûr. Alors, on est encore à une époque où, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas forcément lire, surtout dans les campagnes. Mais il y a beaucoup plus de communication qu'on pourrait l'imaginer. Et surtout, il y a énormément de strates sociales intermédiaires qui sont, elles, vous allez voir dans la troisième partie, qui sont, elles, montrées du doigt parce qu'elles ne jouent pas leur rôle. Des gens éduqués, qui pourraient justement éveiller, éduquer le peuple, ne jouent pas leur rôle et n'assument pas leurs responsabilités. C'est ça qui va mettre en évidence après. Mais chacun à son niveau l'est. Disons là, il y en a vraiment pour tout le monde. Il y en a, bien sûr, pour le tyran, mais il y en a évidemment pour le peuple. Et le peuple, disons, c'est, comment on dirait aujourd'hui, c'est tout le monde. C'est les classes moyennes, c'est les classes supérieures, c'est tous, sauf le détenteur du pouvoir. Donc on va voir après comment le système de corruption se met en place. Avant, c'était du pain et des jeux. Oui, c'est la fameuse formule, Panette 96, du pain et des jeux, c'est-à-dire du pain quand même pour que les gens...
Et des jeux, bien sûr. Et bon, on sait très bien quelle est la violence ou la méchanceté que peut avoir le peuple. Hein, quand il faisait ça, c'est que, bon, ben voilà, et puis il mourait, quoi. Et il y a une sorte de jouissance aussi, hein, de la violence et de la puissance. Et de ce point de vue, c'est vraiment intéressant à étudier, parce que l'homme n'a pas beaucoup changé depuis 1530. Donc, je continue le petit passage. Ces choses merveilleuses, bon, c'est très ironique, qu'ils se laissent aller si promptement pour peu qu'on les chatouille. Le théâtre, les jeux, les farces, les spectacles, les gladiateurs, les bêtes curieuses, les médailles, les tableaux et autres drogues de cette espèce étaient pour les peuples anciens déjà les appâts de la servitude, le prix de leur liberté ravie, les outils de la tyrannie. Donc, il y a tout ce qu'il a expliqué, les jeux, les farces, les spectacles, mais aussi les médailles, la soif. Tant de gens se font complices du tyran. Ça, c'est à la limite, pas un seul, mais tout un réseau de personnes qui préfèrent les honneurs, le pouvoir, que d'exprimer leur liberté. Donc, le prix de leur liberté ravie, les outils de la tyrannie. Ce moyen, cette pratique, ces allèchements étaient ceux qu'employaient les anciens tyrans pour endormir leurs sujets sous le joug. Ainsi, les peuples... Vous voyez, il dit... Là, c'est vraiment très, très frappant. Il dit, c'était dans l'Antiquité, hein, voilà, hein, les jeux de gladiateurs, tout ça. Il a dit déjà. Oui, c'est le petit. Il fallait le lire, le petit déjà. Les anciens tyrans pour endormir leurs sujets sous le joug, ainsi les peuples abrutis, trouvant beaux tous ces passe-temps, amusés d'un vain plaisir qui les éblouissait, s'habituaient à servir aussi niaisement, mais plus mal que les petits enfants n'apprennent à lire avec des images brillantes. Il ne fait jamais allusion au magnétisme du tyran, à son côté... Non, parce que, comme il les présente, hein, que c'est pas justement le cas du magnétisme, mais au contraire, quelqu'un qui n'a jamais été sur un champ de bataille, qui n'est même pas capable de séduire des courtisanes, enfin, il les présente vraiment sous un aspect totalement faible, ce qui renforce le contraste, puisqu'on aurait un tyran puissant, intelligent, magnétique. Bon, on pourrait comprendre pourquoi on le suivrait. Mais là, c'est vraiment pas le cas, quoi. Hein, c'est même pas un homme laid, même pas capable de séduire une femmelette. Enfin, vous voyez, c'est vraiment... Et c'est ça qui est intéressant. Parce que, justement, ça met en évidence des ressorts qui permettent vraiment de réfléchir en dehors de l'aspect fascination, magnétisme, etc., sur lequel on a expliqué beaucoup de choses, mais de manière un peu superficielle. Y compris pour les grands totalitaristes du XXe siècle. Hein. On ne peut pas expliquer le nazisme par le magnétisme d'un Hitler, ou d'un Staline, ou d'un Mao. C'est pas possible. C'est facile parce qu'on se dédouane. Voilà, il y a un qui a servi des millions de personnes. Le problème est que c'est pas aussi simple. Parce que là, c'est facile, on le tue et c'est fini. Ça devient un argument de vente maintenant, la normalité. La normalité? Oui. En fait, ils disent c'est un homme laid, ceci, cela. C'est un homme normal. Normal. Oui, qui n'a pas de... Ce n'est pas un héros, c'est sûr, ce n'est pas un héros. Donc, ce passage-là que je viens de vous lire se situe au moment où l'auteur explique de quelle manière
Les tyrans manipulent le peuple, en fait les endorment, les abêtissent, les endorment, les abrutissent sous le joug en présentant des stratagèmes et donc évidemment il les dénonce ces mécanismes, mais il dénonce surtout le comportement des peuples qui se laissent faire, Donc la ruse des tyrans, c'est flatter les instincts les plus bas des peuples afin de mieux les asservir. Divertir pour mieux contrôler. Là, c'est même pas diviser pour mieux régner, c'est divertir pour mieux contrôler. Et donc, là aussi, il va donc en appeler à Cyrus, à Tibère, à Néron, hein, tous ces Caracalla, enfin tous ces tyrans romains qui là ont utilisé ces outils de jeu vraiment de manière extrême. Donc les peuples sont dupes des tyrans et ça peut s'expliquer par la lâcheté, l'aveuglement, être pris dans une sorte de spirale qui fait perdre tout discernement et tout recul. Incapacité du peuple à réagir, et c'est ça qui assoit et qui maintient la puissance du tyran. Donc l'apathie, chercher l'apathie des peuples. Oh là! C'est la poésie, C'est la poésie qui vous inspire? Mais on fait tous de la politique, hein? Eh oui. Alors, donc, ce qui met la Boétie hors de lui, je vois que c'est bien. Vous voyez, hors de vous, indigné. Oui, c'est intéressant. Faut s'indigner, ça c'est sûr. Tellement de sujets d'indignation. Donc ce qui met la Boétie hors de lui, c'est le fait que les peuples se laissent déposséder sans réagir et sont prêts même à remercier la bienveillance de celui qui les a dépossédés. Donc c'est une sorte de mise en évidence de l'inconséquence des peuples. Donc cet aveuglement, cette incohérence est soulignée par ce double paradoxe qu'il dénonce, à savoir que le peuple est soupçonneux envers celui qu'il aime et confiant envers celui qui le trompe. Et donc, il a cette analogie avec la chasse, la pêche, les oiseaux, les poissons, pour mieux montrer à quel point les peuples se laissent leurrer facilement. Donc là, vous voyez bien qu'il est impitoyable et il disqualifie autant l'attitude et la manipulation du tyran que l'attitude des dominés. Et je trouve c'est vraiment intéressant de faire le... Enfin, il y a plusieurs parallèles évidemment à faire. Il y en a deux qui me viennent à l'esprit. C'est ce qu'expliquait Platon déjà dans la République, à savoir que les systèmes de gouvernement qui peuvent nous amener à la tyrannie ont leur source dans l'âme humaine, c'est-à-dire que on ne vient pas comme ça à la tyrannie, mais il y a tout un enchaînement des systèmes de gouvernement où chaque fois il y a une corruption supplémentaire, mais que le point de départ c'est ce qu'il appelle les altérations de l'âme, et la toute première c'est la jalousie, qui semble quelque chose d'assez anodin, parce qu'on est tous plus ou moins jaloux de quelque chose, de quelqu'un. Non, c'est pas grand-chose. Mais en fait, rappelez, chez Platon, il y a la jalousie, il y a l'avidité, le fait, l'avidité du pouvoir, des richesses, des honneurs. Ensuite, le désengagement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une fracture sociale entre ceux qui détiennent le pouvoir ou les richesses et les autres, il y a ceux qui n'ont rien se désengagent, une sorte de prise de distance par rapport à la responsabilité politique, et ceci nous amène tout droit
à la tyrannie. Donc, il y a que ce mécanisme qui fait que c'est vraiment dans les ressorts intimes, dans l'âme humaine, qu'il y a le germe du système politique tyrannique, et pas même la Boétie, bien antérieure. Et l'autre parallèle, enfin l'autre évidemment œuvre à laquelle ça fait penser, c'est l'œuvre de Arendt, de Hannah Arendt sur la mécanique des systèmes totalitaires, où bien entendu il y a l'idéologie, il y a la terreur, il y a tous les moyens technologiques aussi qui permettent de brider les peuples, mais il y a aussi cette mise en évidence de ce qu'elle appelle l'homme de masse, c'est-à-dire que un système totalitaire, c'est un système massifiant, mais constitué d'individus atomisés et isolés, c'est-à-dire que l'homme de masse, l'homme qui constitue les masses, est un homme totalement isolé, désolé de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il n'a même plus ce lien avec lui-même. Et quand on en arrive là, effectivement, on a vraiment l'aboutissement du système totalitaire où on peut obtenir ce que l'on veut des gens. Cette mise en évidence de, pas la solitude ou l'isolement, mais cette notion de désolation qui est vraiment très, très forte chez Arendt. On en arrive à une destruction du lien vraiment intérieur de chaque individu avec lui-même. C'est-à-dire que l'individu, c'est pas simplement qu'il fait plus confiance à personne, parce que tout le monde peut dénoncer tout le monde, mais c'est qu'il n'a même plus confiance en lui-même, il ne sait même plus qui il est. La destruction du lien individuel après la destruction du lien social, puisqu'on ne peut plus faire confiance à personne, et la destruction du lien universel. Et donc ça c'est dans le cadre du totalitarisme, donc là spécifique au XXe siècle, puisque les systèmes changent, mais quelque part le risque, le germe, il est dans la nature humaine. Et c'est ça qui est intéressant et qui est totalement atemporel et universel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 21e siècle, on n'est absolument pas à l'abri de la résurgence des systèmes totalitaires. Et ce n'est pas simplement le problème de la Corée du Nord ou de l'État islamique, c'est qu'il y a dans la nature humaine le germe de la soumission, de la servilité, et qui peut partir de choses qui peuvent sembler anodines. C'est ça que je trouve intéressant chez Platon, c'est que quand il dit, au départ, c'est la jalousie, c'est-à-dire, qui fait basculer de l'aristocratie à la timocratie, à la recherche des honneurs, c'est la jalousie, c'est-à-dire qu'on jalouse ce qu'a l'autre, parce qu'on pense qu'il ne le mérite pas. Et c'est ça qui, de fil en aiguille, va amener à l'avidité, au désengagement, que je trouve un élément très intéressant à étudier aujourd'hui. Quand on voit la méfiance, on dit la méfiance vis-à-vis des institutions, et donc ce désengagement qui fait dire à quoi bon, qu'est-ce qu'on peut faire, on est impuissant, ce constat il est terrible, donc on ne peut rien faire. Ça c'est le désengagement, on ne va plus voter, voilà, c'est des choses, c'est une mécanique très, très grave. Et effectivement le désengagement qui amène à la tyrannie. Parce qu'à partir du moment où il y a désengagement, pourquoi pas un tyran? Pourquoi pas un homme providentiel? Puisque de toute façon, on a essayé tout le reste, pourquoi? Et ça, c'est vraiment intéressant de voir que c'est pas tant un problème de structure, ça, on va le voir après comment le tyran appuie son système, mais le remède, si remède il y a, et je suis convaincue qu'il y a un remède, c'est dans la nature de chacun. C'est un travail de chaque instant, de chacun, de s'accrocher à cette liberté et de s'indigner, de se révolter et d'agir pour plus de liberté et moins d'asservissement, en étant conscient de plus en plus de ces sources d'asservissement. C'est un travail intérieur, bien sûr. C'est un travail, comme disait Gandhi, qui sera inspiré par la Boétie. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Soyez vous-même le changement que vous voulez voir dans le monde. Le changement ne viendra jamais de l'extérieur.
Jamais une idéologie transforme l'individu. Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment je pense un plaidoyer pour voilà, la liberté, la pensée par soi-même, le fait de comprendre quels sont les jougs qui nous emprisonnent. Bon, voilà, après ce petit plaidoyer pour la subversion, la subversion par la philosophie. Pour moi, la discipline subversive par excellence, c'est la philosophie. Ça, c'est bien vrai. Alors, troisième élément que met en évidence la Boétie, c'est l'intérêt ou le profit. Et là, c'est vraiment très intéressant. Pour se maintenir en place, le tyran a besoin d'un petit nombre d'individus qu'il laisse profiter du système. Il les tient par l'appât du gain et des honneurs. Bon, aujourd'hui, tout ça n'existe plus. Hein, totalement. Non. Ici, moins qu'ailleurs. Ainsi se maintient la structure de la société que le tyran contrôle du sommet jusqu'à la base grâce à une chaîne ininterrompue d'hommes à son service profitant de ses bienfaits. Voilà. À la base de ce système, le peuple ne fait que soutenir la domination d'une bande organisée, c'est dans le texte, bande organisée dont le chef est sacré. C'est pour ça que la Boétie dit qu'il suffirait que la base de cette structure renonce à soutenir l'édifice social en place pour que celui-ci s'écroule de toutes pièces. Si le nombre de personnes qui renoncent à soutenir cet édifice est supérieur à ceux qui en profitent, ça peut basculer. Et on peut penser que si ça ne bascule pas, c'est parce qu'il y a plus de personnes qui profitent du système que ceux qui en sont victimes. Et le peuple peut ne plus laisser de place aux manipulations du gouvernant ni aux habitudes serviles. Alors, voilà, là je vais vous lire le texte de la Boétie où il explique comment se met en place le système de corruption. Et je crois que ça, c'est valable aujourd'hui dans beaucoup de pays. Pas le nôtre, évidemment. Quand on va faire comme la Boétie. Hein, regardez, en Russie, ailleurs. J'en arrive maintenant à un point qui est, selon moi, le ressort et le secret de la domination, le soutien et le fondement de toute tyrannie. Celui qui penserait que les halbardes, les gardes et le guet garantissent les tyrans se tromperait fort. Ils s'en servent, je crois, par forme et pour épouvantail, plus qu'il ne s'y fie. On voit aisément que parmi les empereurs romains, moins nombreux sont ceux qui échappèrent au danger grâce au secours de leurs archers qu'il y en eut de tués par ces archers mêmes. C'est-à-dire, il explique que le tyran n'est pas protégé par sa garde rapprochée. Parce que de toute façon, des exemples de tyrans tués par ceux qui étaient censés les protéger, il y en a beaucoup. Ce ne sont pas les bandes de gens à cheval, les compagnies de fantassins, ce ne sont pas les armes qui défendent un tyran. Mais toujours 4 ou 5 hommes qui le soutiennent et qui lui soumettent tout le pays. Il en a toujours été ainsi. 5 ou 6 ont eu l'oreille du tyran et s'en sont approchés d'eux-mêmes. Ou bien, ils ont été appelés par lui pour être les complices de ses cruautés, les compagnons de ses plaisirs, les maquereaux de ses voluptés et les bénéficiaires de ses rapines. Il a un don, hein. Il a écrit des sonnets, des poèmes, mais il a vraiment un beau don d'écriture. Ces six-là dressent si bien leur chef qu'il en devient méchant envers la société, non seulement de sa propre méchanceté, mais encore des leurs. C'est-à-dire, il y a un système d'esclavage réciproque. Le tyran va être obligé d'être accompagné, d'être entouré d'une petite garde qui n'est pas
sont pas les fantassins, mais des courtisans, hein, et qu'il va asservir, et en réciprocité, ces gens-là asservissent le tyran, ils le tiennent. Ces 6 sont... Alors, il y en a 6. Bon. Ces 6 en ont sous eux 600. Là, on voit tout le système pyramidal, 600, qu'ils corrompent autant qu'ils ont corrompu le tyran. Donc, vous voyez, la responsabilité de ces 6, elle est énorme, parce qu'ils corrompent, ils tiennent le tyran, mais ils tiennent aussi les 600 qui sont en dessous. Ces 600 en tiennent sous leur dépendance 6000, qu'ils élèvent en dignité. Donc on va leur donner des médailles, voilà, le mérite, la Légion d'honneur, tout ça, caresser dans le pas. Et donc ces 600, évidemment, à leur tour, sont tenus. Parce que quand même, la soif de pouvoir et des honneurs est quand même très forte. Ils leur font donner le gouvernement des provinces, donc il va les nommer. Province, ou le maniement des deniers afin de les tenir par leur avidité ou par leur cruauté. Donc il y a 2 ressorts, l'avidité, vous voyez, ce qu'on retrouve chez Platon, l'avidité, poison, le poison de l'avidité. Les philosophes occidentaux ne sont pas les seuls à le dire. Dans la philosophie bouddhiste, on va trouver des 3 poisons rappelés au centre de la roue du Dharma. C'est l'avidité. L'avidité. On n'a jamais assez. Ni de bien, ni d'honneur. Voilà. On ne peut pas le satisfaire parce que c'est insatiable. L'avidité. Avidité et cruauté quand même, méchanceté de base. Afin qu'ils les exercent à point nommé et fassent d'ailleurs tant de mal qu'ils ne puissent se maintenir que sous leur ombre, qu'ils ne puissent s'exempter des lois et des peines que grâce à leur protection. Donc ces gens sont au-dessus des lois, ils ne respectent pas les lois puisque ils ont la protection du tyran. Grande est la série de ceux qui les suivent. Voilà. Donc c'est là le mécanisme de corruption, c'est-à-dire, vous voyez, c'est pas un seul, mais tout un réseau, un système qui se met en place, où il y a finalement beaucoup de gens qui ont intérêt à ce que le pouvoir tyrannique se perpétue. Et qui voudra en dévider le fil verra que non pas 6000, mais 100 000 et des millions tiennent au tyran par cette chaîne ininterrompue qui les soude et les attache à lui, comme Homère le fait dire à Jupiter qui se targue en tirant une telle chaîne d'amener à lui tous les dieux. Il fait référence à une image qu'il y a dans l'Iliade où Zeus, le chef des Olympiens, a une corde et tout seul il contrebalance la puissance des 11 autres. Il y a les 11 Olympiens qui sont d'un côté, lui, et tout seul, il arrive à être aussi fort que tous les autres. Donc c'est une chaîne. En somme, par les gains et les faveurs qu'on reçoit des tyrans, on en arrive à ce point qu'ils se trouvent presque aussi nombreux, ceux auxquels la tyrannie profite, que ceux auxquels la liberté plairait. Voilà. Voilà. Donc, c'est le dernier passage que je voulais vous lire, c'est-à-dire que ils se trouvent presque aussi nombreux, ceux auxquels la tyrannie profite. À qui profite la tyrannie? Et vous voyez que c'est pas tant pour des raisons idéologiques. Parce que bon, à la limite, que pour des raisons vraiment basiques d'avidité matérielle et de soif de pouvoir. Il extrapole un peu quand même, parce que les millions en question sont tellement loin de ces avantages que je ne sais pas jusqu'à quel point. C'est ce qu'on appelle la pyramide. Oui, vous voyez que l'exagération aussi fait partie, comme au tout début,
10, 100 000, millions, bon, ça fait partie aussi de sa volonté d'imager et de convaincre. Hein. Bon, au XXe siècle, on sait qu'on peut asservir des millions de personnes. Enfin, disons que malheureusement, le constat de la Boétie, il est confirmé. Hein, il est confirmé. Donc, c'est pas à qui profite le crime, c'est à qui profite la tyrannie, et surtout pour des raisons vraiment matérielles, donc qui fait référence à des poisons qui sont dans l'âme. Et moi, petite parenthèse, quand on voit ce qui se passe, pas depuis quelques années avec les révolutions arabes ou d'autres révolutions en Ukraine ou ailleurs, on voit bien qu'il y a cette mise en évidence de tous ceux qui s'enrichissent. Enfin, c'est pas simplement le tyran. Donc on déboulonne le tyran, bon, et ça change rien. Parce que de toute façon, même si on réquisitionne son palais ou qu'on vend ses trésors, il y a tout ce système en chaîne qui reste. C'est pour ça qu'en Chine, ce sont les anciens, c'est les cadres du parti qui s'enrichissent, qui deviennent milliardaires. Ça ne change rien. Et c'est pour ça, parce que c'est très profond. Donc c'est vraiment un passage intéressant où le pouvoir du tyran ne repose pas tant sur une force armée massive que sur la complicité d'un groupe de courtisans qui organisent et irriguent la société en maintenant cette structure hiérarchique du pouvoir. C'est pour ça qu'il parle d'une force de corruption exponentielle. Puisqu'on part de 600, 6000, il y a d'abord les 6 courtisans, ensuite il y a les 600, puis les 6000, et puis grande est la série de ceux qui les suivent. Jusqu'à irriguer presque la moitié de la population. Capacité de nuisance de ces bandes dont la force de corruption est exponentielle. Donc, c'est une réaction en chaîne, et c'est tout le principe des corruptions, corruption active, on va dire, et puis corruption passive, c'est-à-dire corruption active de ceux qui sont qui sont dans le système, donc là c'est les civils, et puis la corruption passive de ceux qui disent on ne peut rien faire. Le fini parti, on ne peut rien faire. Bon, ça c'est pour faire un peu de provocation. On ne peut rien faire. Les subventions bidons aux associations, on ne peut rien faire. L'arrosage, on ne peut rien faire. Donc ça c'est la corruption passive. Donc la tyrannie est un système politique reposant sur la compromission, le clientélisme, qui est donc intrinsèquement vicié. Il va terminer par dire que vraiment la tyrannie est une maladie, c'est comme une tumeur qui attire les infections. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a le germe, c'est comme un virus, bon, voilà, ça se propage et il est très complexe d'arrêter le virus. Il associe tyrannie et maladie. C'est pour ça qu'il va avoir des mots là aussi un peu très forts pour stigmatiser le système. C'est une partie véreuse, c'est le mauvais, toute la lie du royaume, ceux qui sont possédés d'une ambition ardente et d'une avidité notable. Autant de petits tyrannos, des petits friponneaux, des faquins, qui contribuent à la disqualification du personnel politique. C'est-à-dire donc c'est pas le problème simplement du tyran, c'est tous les tyrannos qui font on considère que le système politique est malade. Alors lui, il est quand même, il y a un petit peu d'optimisme, il dit ce genre de système est malade et ne peut donc perdurer car ses bases ne sont pas saines. C'est-à-dire qu'il y a un moment où les intérêts particuliers ne vont pas résister à une action massive du peuple qui refusera de ne plus servir. Et c'est intéressant parce que
Hannah Arendt fait un peu le même constat par rapport au système totalitaire. Elle dit ils ont inscrit en eux-mêmes les ressorts de leur fin. C'est-à-dire, en tout cas, ils ne pourront pas revenir à l'identique. Il y aura peut-être d'autres formes, mais c'est un système qui ne peut pas durer, éternellement. Il y a un moment où le peuple va quand même alors pas tant se révolter, parce qu'il ne conseille pas forcément la révolte, mais cesser d'obéir. Refuser de continuer à se soumettre. Beaucoup plus que la révolte armée, dont on sait que dans une révolte armée, les anciens bourreaux deviennent les victimes les bourreaux, on continue dans l'engrenage de la violence. Alors que là, c'est en quelque sorte vider le pouvoir du tyran et des tyrannos de leur substance. Donc, on crée du vide. Et ça, c'est vraiment intéressant, parce que ce que j'ai étudié sur Confucius, par rapport à la conférence de ce soir, sur Confucius face au totalitarisme, il y a un passage très intéressant d'un auteur chinois, Chuang-Tzu, qui met en scène Confucius et son meilleur disciple, son disciple le plus proche, parce que ce disciple veut aller sermonner le tyran duc du coin, qui a servi sa population, etc. Et le disciple dit à Confucius, je vais y aller, je vais lui expliquer que c'est pas moral ce qu'il fait, bon. Et Confucius lui dit, t'as tout faux. T'as tout faux, tu vas te faire décapiter, parce qu'à l'époque c'était ça, ta tête va finir sur une pique. Surtout ne fais pas ça, parce que de toute façon, le tyran, il va avoir ses courtisans, tu vas te faire balader. Et le disciple a du mal à comprendre, il dit si, tu comprends, je donnerai des exemples. Bon, Confucius lui dit non, tu vas au casse-pipe. Et il lui explique ce qu'il faudrait qu'il fasse. Et donc ça dure pas mal de temps, il y a tout un enseignement de Confucius à son disciple, et à la fin, eh bien, Confucius lui dit, ce qu'il faut faire, c'est le jeûne. Je lui dis, d'abord, il faut que tu aies un objectif bien précis. Et après, petit à petit, se vide, comme les Chinois savent bien le faire, et dit, finalement, ce qu'il faut faire, c'est le jeûne du cœur et de l'esprit. C'est-à-dire, le jeûne dans le sens de faire le vide. Ne pas, et il donne aussi l'exemple des arts martiaux. C'est-à-dire, on ne répond pas à l'énergie de l'autre en donnant une énergie égale ou supérieure. On fait le vide pour que le coup porté tombe dans le vide. Et qu'il n'y ait pas donc d'enchaînement violence. Et c'est très surprenant parce que c'est dire face au totalitarisme, le jeûne du cœur et de l'esprit, ok, et ça semble un peu utopique, oui, mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que Confucius donne finalement cet exemple, dire voilà, tu dois toi-même te défaire de toute envie de faire la morale, de lui faire la leçon, tu dois le respecter, c'est-à-dire d'établir une relation 1 à 1, et en même temps te défaire de toute action. Hein, ça c'est la subtilité chinoise du non-agir. Donc, bon, ça se comprend dans un contexte chinois, mais ça me fait penser à ça, à la désobéissance. Hein, ne pas obéir, c'est ça, c'est créer le vide. Et dans ce cas-là, il y a beaucoup moins de prise pour le tyran et tous les gens qui l'entourent. La limite est subtile avec le désengagement qui est... Oui, tout à fait. Tout à fait. La limite est subtile. Mais c'est un désengagement, pas dans le sens je me désengage parce que j'ai le sentiment que je peux rien faire. Voilà, je peux rien faire, donc bon.
qu'on décide, que les gens décident pour moi. Ça, c'est des engagements passifs, évidemment. Et il y a une sorte de détachement. Je ne dirais pas de désengagement, parce que c'est très engagé, mais c'est détaché. Et c'est vrai que l'intérêt de la philosophie chinoise, c'est qu'elle fait très souvent des relations avec la stratégie des arts martiaux, où là on trouve vraiment cela, où il y a une anticipation du coup qui va être porté, de l'énergie qui va être portée, et on n'y répond pas, on laisse passer, et ça c'est beaucoup plus puissant. Mais ça veut dire que celui qui fait ça a développé en lui une force morale qui ne lui fait pas douter un seul instant que c'est ça qu'il faut faire. C'est pour ça que c'est une purification, c'est un nettoyage, c'est le vide. Parce que, évidemment, ne nous est pas familier, qui est beaucoup plus, une notion beaucoup plus familière en Chine, en Orient, qu'en Occident, on est beaucoup plus sur le plein. Alors, tu m'as fait quelque chose, paf, je réponds. Mais, oui, disons, il y a, voilà, on utilise les mêmes armes, alors que ce que Confucius, enfin, je me permets d'expliquer ça parce que ça me semble très proche finalement, ce que Confucius explique à son disciple, que c'est surtout pas par les mêmes armes qu'il faut se battre, parce que là, il va au casse-pipe. Vous voyez, donc c'est vraiment intéressant. Alors, 2 mots sur la postérité de l'œuvre. Puisque je vous disais qu'il a été réutilisé, il a ressurgi régulièrement, ce texte. Pourquoi il est royaliste? Ah bah parce que lui pense que la responsabilité est dans le peuple. Et dans cette altération du peuple, cette dénaturation du peuple, donc de la nature humaine, beaucoup plus que dans la manipulation du roi. Donc personnellement, il ne remet pas en cause le pouvoir du roi. Il reste, c'est pour ça, très, très, très conservateur. C'est pas du tout un révolutionnaire. Alors par contre, à la Révolution française, on voit ressurgir ce texte qui est utilisé. Et il y a un des chefs de la Révolution française, Marat, vous vous rappelez le fameux Marat, qui s'inspire directement de l'œuvre de la Boétie dans son récit « Les chaînes de l'esclavage ». Et donc voilà, ce texte va continuer à être lu au XVIIIe, et au XIXe, le texte est reconnu comme une œuvre majeure, et c'est un abolitionniste américain, Thoreau, Henry David Thoreau, qui va s'inspirer de ce texte pour appeler à la désobéissance civile. C'est à partir de lui qu'il y a ce concept de désobéissance civile, donc au XIXe. En France, c'est Lamennais, un ancien prêtre devenu député socialiste à la fin de sa vie, qui va remettre l'œuvre au goût du jour en 1835. Un peu plus tard, c'est Tolstoï qui va le traduire en russe, qui va traduire l'opuscule en russe au début du XXe, et on va trouver des accents de la Boétie chez Gandhi ou chez Martin Luther King. Donc ça va nourrir aussi cette réflexion sur la non-violence, que la réponse la plus adaptée à la violence ou à la tyrannie, c'est soi-même d'être non-violent, c'est-à-dire de ne pas répondre par le même type d'armes, mais c'est très proche du vide que Confucius enseigne à son disciple. Donc pour dire que c'est un texte vraiment essentiel, et donc je trouve qu'on devrait continuer à étudier ses sonnets et ses poèmes, mais étudier ce texte. Dont Montaigne avait pris connaissance très tôt, et ça a été par ce biais-là qu'il a fait la connaissance la première fois de la Boétie. Et chez Montaigne, on va trouver d'autres accents, peut-être moins imagés, moins violents. Et pour pas non plus prendre trop de risques, ce que Montaigne va intégrer dans ses essais, c'est les poèmes, c'est les sonnets de la Boétie, et pas tant ces éléments de la servitude volontaire.
Bon, voilà. Quelques éléments sur ce texte. C'est pas un texte très long, hein. Là je vous en ai lu des grands extraits. Et moi ce qui me semble vraiment intéressant, c'est, si on sort un petit peu du contexte, c'est de voir ce lien entre éthique, politique, éducation, puisque évidemment le remède, le grand remède, c'est l'éducation. C'est-à-dire, mais l'éducation à la liberté, c'est pour ça que c'est aussi très empreint des idées de la Renaissance, la dignité de l'homme. L'homme est digne, l'homme est grand, l'homme n'est pas soumis. Pas soumis au péché originel. Non, il a une dignité, hein, vous vous rappelez Pic de la Mirandole, de la dignité de l'être humain. L'homme est grand. Et en même temps, il peut se comporter vraiment comme un être petit et servile. Mais ne pas perdre de vue que l'homme aspire à la liberté, qui le transcende. Et donc, il y a cette étude des systèmes tyranniques ou des tyrans, beaucoup plus par la clé éthique, c'est-à-dire de l'individu lui-même, que par la clé uniquement politique, enfin, extérieure. Donc le remède, il est en l'homme. En chacun. Parce que, on le voit, c'est la jalousie, c'est l'avidité. L'avidité, ça c'est vraiment un poison qui existe depuis que l'homme est homme, mais sur lequel on peut travailler. Donc ça incite à la réflexion de nos systèmes actuels, parce que quelle servitude volontaire en régime démocratique, comme les nôtres, ou oligarchique, si on considère qu'on n'est pas vraiment en démocratie, mais plutôt en oligarchie. Elle est là, mais de manière peut-être plus sournoise, parce qu'on a l'impression d'être totalement libre. Et que parfois, on peut penser qu'il est plus facile de se révolter contre un système manifestement tyrannique que contre une tyrannie douce. Une soft tyrannie, comme dirait l'autre. La soft. C'est soft. Mais, parce qu'on a l'impression d'être libre. Mais sommes-nous véritablement libres? La laisse, oui. Quelle est la longueur de la laisse? Et par... Et en même temps, la soumission au moins à la loi est nécessaire à la vie en société. Ah, le respect de la loi. Le respect de la loi, bien sûr. Une certaine forme de soumission. Alors c'est toute la différence entre respect, obéissance. Obéissance à la loi, on vit en société, il y a des lois, bien sûr, on y obéit. Il ne s'agit pas de dire abolissant les lois. Mais justement, c'est une bonne réflexion. Où commence la compromission? Jusqu'où va l'obéissance à la loi, donc qui est tout à fait éminemment respectable, et où commence la compromission, c'est-à-dire le petit... Ce que je trouve intéressant, c'est le petit verre dans la pomme. On dit, c'est pas grand-chose, la pomme elle est bonne, il y a un petit verre, ok. Mais on ne fait pas attention au verre. Et tout est dans le verre. Parce que on accepte ça. Et on sait très bien qu'après, il y a un engrenage qui fait que on peut arriver à une compromission beaucoup plus importante. Donc, c'est dérangeant, hein, parce qu'on sait que la solution ne viendra pas de l'extérieur, d'un nouveau système, de nouvelles élections, non. C'est le réseau qui enlève la tête et puis il remet une nouvelle tête avec une collaboration. Bien sûr. Ce qu'on voit, et ce qu'on voit aujourd'hui très, très bien, c'est des systèmes d'action-réaction, sur lesquels on est très ignorant. Enfin, on voit ce qui se passe en Irak, en Syrie, on a des actions, on est incapable d'anticiper les conséquences de ces actions. Donc, on agit en aveugle. Total aveuglement et ignorance de ce que ça pourra donner. Parce qu'on est dans cette action-réaction. Donc, on exile le tyran. De toute façon, c'est
les mêmes qui restent au pouvoir, ou c'est l'armée, par exemple en Égypte, mais ça ne change pas fondamentalement les choses. L'éducation du peuple tunisien, égyptien, libyen passe de toute façon toujours en dernier lieu. Donc c'est ça qui est terrible. Et c'est ça la mécanique de l'histoire qui fait que, bon, c'est un enchaînement. Et il faut réfléchir à qu'est-ce qui pourrait briser un petit peu cet enchaînement. Ça ne peut être qu'une réflexion et un travail déjà sur soi. Dans quelle mesure suis-je corrompu, suis-je compromis, jusqu'où je l'accepte et à partir de quand je l'accepte pas. Enfin, vous voyez, c'est... L'éducation, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que on a plein de moyens. On sait lire, on sait écrire, on a plein d'outils. Si on veut vraiment, on a les outils. Internet, bon, c'est peut-être un outil de manipulation, mais c'est aussi, ça pourrait être un formidable outil d'éducation, d'ouverture. Donc, tous les textes, on les a. Toutes les pensées, on les a. Simplement, il faut les réactualiser, les réinventer. Mais, justement, une manière de faire le vide ou de désobéir, mais c'est de dire, voilà, j'ai tous les moyens, il ne me manque rien, j'ai tous les moyens pour m'instruire, pour m'éduquer, pour aller voir sur un sujet une opinion, l'opinion contraire, et d'aller chercher, et de réfléchir. Comment ? La volonté de le faire. Oui ? Quand on parle aux jeunes gens, il y a parfois Oh, c'est pas un problème de jeunes gens. Je crois que je crois que nous avons une grande responsabilité, nous les vieux, dans cette histoire. Et les jeunes, ils sont pas tous soumis, hein. Ils aspirent, comme tout jeune, à la liberté. Ils s'indignent, ils se révoltent. Pourquoi beaucoup de jeunes aujourd'hui, avant de rentrer dans la vie active, prennent une année sabbatique, vont voyager, voilà, parce que ils rêvent d'un autre monde. Ils rêvent d'un autre monde. Ça, ce rêve, il ne faut surtout pas leur dire, oh, de toute façon, hein, tu feras comme nous, tu rentreras bien gentiment dans la société. Non, il faut les aider à nourrir ce rêve, à réfléchir, à avoir d'autres systèmes de pensée. On est dans une période formidable pour ça, parce que on est à la fin de toute façon d'une vision, elle s'épuise, à bout de souffle, donc c'est le moment de voir les choses autrement, de réfléchir les choses autrement, plus en réseau, de solidarité, où il y a moins d'avidité. C'est parce que, moi j'insiste vraiment sur cette notion d'avidité. Hein, on bousille la planète parce qu'on est avide. C'est inhérent à la condition humaine. Donc, de même que les jeunes ont un idéal, comme nous l'avons eu, eh bien, ils se heurtent aux conclusions que nous sommes en train de tirer. Simplement, je crois que là, ça va assez vite. On est au bout d'une manière de voir les choses. Hein. Les scientifiques disent qu'il faut changer de paradigme, il faut changer de... Je crois qu'en 40 ou 50 ans, les choses ont beaucoup changé. D'abord, il y a la mondialisation, il y a des problèmes d'emploi que nous, on n'avait pas à l'époque. Enfin, il y a de plus en plus, je crois, de manière consciente, cette nécessité qu'il faut changer de vision du monde. C'est pas simplement de changer de système politique. C'est au-delà d'un problème gauche-droite, extrême-gauche, extrême-droite. C'est un problème de vision du monde. Bon, et donc il y a des alternatives écologiques ou autres qui peuvent être intéressantes. Et surtout ne pas couper l'herbe sous le pied de ceux qui veulent faire des choses. Il y a plein d'initiatives. Il y a plein d'associations, il y a plein d'initiatives citoyennes, il y a plein de choses qui se passent, simplement, c'est pas relayé. C'est très éclaté. Hein, et c'est un grand ministre tibétain, un des ministres tibétains aujourd'hui en exil,
qui dit, dans un film qui va bientôt sortir, qui s'appelle En quête de sens, qui dit le problème n'est pas les forces obscures contre lesquelles il faut lutter, hein, les maîtres de la caverne, ça, les multinationales, les gouvernements tyranniques, ça. Le problème, il est dans les bonnes gens qui veulent faire des choses. Parce qu'ils sont trop éclatés, trop isolés. Chacun défend son petit truc, sa petite chapelle, et c'est eux qui portent la responsabilité. Enfin, il est assez... c'est décapant aussi. Voilà, il ne faut pas dire c'est la faute à tous ceux qui nous enchaînent, mais lui prône la solidarité, l'union de tous ceux qui veulent construire autre chose. Voilà, aux hommes de bonne volonté, qui ont une autre vision du monde, et dit, eux, ils portent encore plus peut-être la responsabilité que les forces obscures.